Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette émission. Dans VIP cette semaine, un magistrat à la réputation bien établie. On l'a connu grâce à des affaires sensibles. Si je devais en citer une, ce serait sans doute l'affaire OM Valenciennes. On le loue pour son indépendance d'esprit, pour sa rigueur, pour son incorruptibilité. J'ai le grand plaisir de retrouver Éric de Montgolfier dans VIP. Bonjour Éric de Montgolfier. Bonjour Emmanuel. On s'était vu il y a quelques années quand vous aviez sorti Le Devoir de déplaire, livre qui est sorti en 2006, donc on se connaît depuis un moment en fait. Oui, c'est inoubliable, bien sûr. J'espère bien que c'est inoubliable. Vous avez vraiment le génie des titres, Éric de Montgolfier, puisque vous revenez avec un nouveau livre, dont le titre va tout de suite vous parler à vous qui nous regardez et qui nous écoutez. Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons. C'est vous qui avez trouvé le titre ? Oui. Ça ne m'étonne pas. Ah bon ? On vous retrouve bien. Mais ça ressemble tellement à ce que je connais que ça n'était pas si difficile. Alors c'est publié chez Michel Lafon. On va parler de ce livre et plus généralement un petit peu de toute votre carrière et de toute votre vie pendant une demi-heure. Et puis en milieu d'émission, nous serons rejoints par un jeune pianiste qui s'appelle Jacques Dore et qui vient nous présenter son tout dernier CD que je trouve assez fabuleux. C'est un CD consacré à Chopin, mais alors aux pièces isolées de Chopin, celles qui n'appartiennent à aucune classification. Et lui a été cherché, fouillé pour les remettre tout ensemble dans un disque. Et il est juste le premier au monde à y avoir pensé. Donc on aura le plaisir de faire la connaissance de ce jeune pianiste. Mais pour l'instant, je me concentre sur vous. Vous êtes à la retraite maintenant, Éric de Montgolfier ? Oui, depuis 30 juin 2013. Et ça ressemble à quoi la retraite alors d'un haut magistrat, d'un procureur de la République ? C'est une période bénie où il semble que l'on ait plus de temps et en fait, j'ai contracté suffisamment d'obligations pour espérer ma retraite avec impatience. D'accord. C'est ça, c'est qu'on vient vous chercher finalement. Il y a une carrière, oui, il y a un savoir-faire. Puis un livre, donc ça Oui. veut dire aussi se promener un peu dans toute la France, et ce qui est plaisant, rencontrer des tas de gens. Ce qui est aussi un vrai plaisir, surtout que je n'ai pas besoin de chercher les infractions derrière cela. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se dit, bon, un haut magistrat, à la retraite, il y a tout un tas d'affaires qui ont dû être étouffées, dont il n'a pas pu parler avant, mais qui va nous livrer dans ce livre au titre prometteur. Et moi, je m'étais dit, ça y est, la parole se libère. Mais en fait, c'est faux, parce que la parole, elle a toujours été libérée chez vous, au final. Oui, je ne vois pas. Votre réflexion est une réflexion qu'on me fait souvent depuis que ce livre est sorti ou depuis que j'ai pris ma retraite. Enfin, vous allez pouvoir parler. Je m'étonne un peu, alors je n'ai donc rien dit pendant toutes ces années. Moi, il me semblait avoir déjà beaucoup parlé et ma hiérarchie trouvait déjà que je parlais trop. J'ai rien de nouveau à dire. En fait, j'ai à compléter ce que j'ai déjà dit, à mieux expliquer la justice, mais ça n'est pas une question de retraite, parce qu'il faut du temps pour faire accepter une institution dans toute sa diversité, et en laissant espérer des modifications, en donnant des pistes. Et qu'est-ce qui a suscité justement le désir et le besoin d'écrire ce livre ? Peut-être le besoin d'écrire, tout simplement, sans être un écrivain, j'aime écrire. Et puis ça me change un peu des multiples rapports que j'ai pu faire pendant toute ma vie professionnelle. C'est aussi le bon moment, je crois, pour dire, après Le Devoir de déplaire, ce qu'est la justice, dans ces couloirs, dans ces obscurités. Voilà. En off. Oui, j'ai besoin, et de plus en plus, le temps passant, que mes concitoyens s'emparent d'une institution qui est la leur. Ce qu'ils ne le font pas aisément parce qu'elle est complexe, parce qu'elle pratique une langue un peu ésotérique, sans doute parce que les gens de justice se protègent en utilisant des mots qui ne sont pas toujours accessibles. Voilà. J'ai envie qu'on connaisse la justice et qu'on finisse par l'aimer. Alors, ce qui n'est pas totalement évident quand on lit votre livre, parce que bon, on se rend compte qu'effectivement, il y a une morale pour les aigles et une autre pour les pigeons, et que la justice peut être même pas à 2 vitesses, à plusieurs vitesses, et qu'il y a de la corruption partout, etc. Qu'est-ce que vous en avez compris, vous, de la justice, avec un J majuscule, au terme d'une carrière bien remplie, qui vous a amené à Chambéry, Nice, Valenciennes avant, bien sûr, Bourges. Précisément qu'il ne fallait pas y mettre une majuscule. Ah, oui, parce qu'elle est rendue par des hommes. Oui, c'est sans doute ce que j'ai appris de plus vrai sur la justice. La justice est un idéal que sert une institution. Mais l'institution ne peut pas être idéale parce qu'elle est aux mains des hommes. Et que l'imperfection naturelle des hommes fait que la justice qu'ils rendent est
est victime d'approximations, d'insuffisances, d'erreurs. Il y a plusieurs mots qui se télescopent dans votre livre et qui gravitent autour de ce mot de justice. On peut même appeler ça des mots valises, mais j'aimerais vous faire réagir. Un des premiers mots qui apparaît, c'est le mot moral. Oui, vous savez, aujourd'hui, chaque fois que l'on poursuit quelqu'un, surtout quand c'est un élu par hasard. Comme ça, hein, au hasard. Ouais, c'est au hasard. Et il nous explique que la justice n'a pas à faire de la morale. Bon, le plus souvent, il y a du droit. Pas toujours. Ouais. Il y a quelques dossiers où on s'interroge quand même. Est-ce que c'est la morale qu'on poursuit ou une infraction ? Je dois dire que récemment, l'affaire de Lille concernant un ancien ministre et ses frasques. Une histoire d'hôtel de luxe. Une histoire d'hôtel, etc. De Carlton, etc. De prostitution, m'a fait un peu réagir. Je me suis demandé si on n'était pas au-delà du droit et si on n'avait pas pénétré dans la morale. En réalité, bon, je crois qu'on peut dessiner deux cercles. Un cercle plus étroit, qui est celui du droit, et un cercle beaucoup plus large, qui est celui de la morale. Il y a entre les deux une plage où, effectivement, le droit ne dit rien, mais la morale, qui n'est pas un absolu, la morale dit que ça n'est pas bien. Voilà. Et on ne peut pas tout mélanger. Le devoir du juge, c'est le droit. Il n'a pas le droit de basculer dans la morale, même si l'opinion publique l'y entraîne. Alors, il y a la morale, et puis il y a la vérité et la recherche de la vérité. Quels sont les liens entre vérité et justice ? Alors, on souhaiterait qu'il y ait une proximité si grande qu'elle soit fusionnelle. Oui, mais ça, c'est dans les rêves. Bon, il arrive quand même que la justice ne se trompe pas. Oui. Rassurons un peu ceux qui nous écoutent, un tout petit peu au moins. Mais c'est vrai que la vérité, c'est un exercice terrible. Comment être sûr qu'on a la vérité ? Je crois qu'il faut que les magistrats fassent preuve d'une certaine humilité et qu'ils n'aillent pas au-delà du raisonnable. La justice parvient à une vérité qui est la vérité judiciaire. Alors c'est vrai que d'un côté on a la vérité, l'honneur, la liberté individuelle, et puis on a l'impression que de l'autre côté, quand on vous lit, on a le pouvoir, les corruptions, les bassesses, et que votre vie à vous, telle que vous l'avez chevauchée en tout cas, a été de lutter contre tout ça. Vous avez l'impression d'avoir réussi ? Contre toutes ces choses basses, de basse extraction. J'aimerais tant avoir réussi quelque chose pendant mon existence, mais ça j'en doute, réussir à éliminer la corruption, non pas le pouvoir, mais l'abus de pouvoir, la bassesse. Non, je crois que ce sont des facteurs qui sont liés à notre existence. On peut lutter contre soi-même pour les tentations que l'on éprouve. Après, y faire relancer les autres, c'est autre chose. Et puis faire renoncer l'ensemble d'un peuple, l'ensemble du monde, c'est une illusion. Alors c'est vrai qu'on vous qualifie souvent de incorruptible, rigoureux, assez rebelle aussi, parce que dans une institution qu'on imagine très figée, où vous avez toujours un peu dit ce que vous pensiez, ça vous a causé assez d'ennuis. Ça vous a changé cette pratique de la justice pendant toutes ces années ? Vous avez découvert des choses sur vous-même ? J'imagine que vous n'êtes pas le même à la fin de la carrière qu'au début. Oui, je pensais avoir été un jeune magistrat différent de l'adolescent que j'avais été. Et en réalité, j'ai découvert en fin de parcours, professionnel, s'entend, que oui, la justice m'avait fait évoluer, que je tiens aujourd'hui un discours qui n'était pas le mien autrefois. J'ai sans doute été beaucoup plus répressif, plus éloigné de l'humanité que je ne le suis aujourd'hui, et où je considère qu'une justice sans humanité n'est plus une justice. Parce qu'il était comment, l'adolescent, le jeune Éric de Montgolfier ? Un peu fougueux, sans doute. Enfin bon, je m'arrêtais quand même à un certain nombre de concepts et de principes. Mais en même temps, je crois qu'il y avait des réalités qui m'échappaient. La dimension même de la misère. Si vous voulez, le problème des banlieues, par exemple, des cités où l'on concentre tous les plus pauvres, j'en avais pas du tout la même vision. Je n'y voyais que la possibilité de la délinquance, sans en comprendre les mécanismes. Et aujourd'hui, si j'ai une vision différente sur la justice, sur la société, sur la prison, c'est parce que j'ai appris progressivement à découvrir l'humanité.
Et cette envie ou ce besoin de justice, il est arrivé à quel âge? Vous saviez déjà jeune que vous vouliez entrer dans cette carrière-là de magistrat? C'est pas le même besoin que celui qui était initial. Pourquoi est-ce qu'on devient magistrat? C'est quelque chose dont je ne cesse de penser que je n'aurai jamais la réponse. Voilà. Vous vouliez faire quoi petit? J'hésitais entre être chirurgien et magistrat, ou avocat, mais homme de justice, s'entend. Chirurgien, c'était pas possible, c'était trop de mathématiques, de physique, chimie pour mon goût, donc j'ai renoncé, mais j'aurais aimé. Aimer sauver des vies, c'est extraordinaire quand on est adolescent. Plus tard aussi, j'imagine, j'espère. Et puis la justice m'a paru un exercice extraordinaire parce qu'on était au milieu des hommes et qu'on avait une possibilité, non pas de changer leur destin, mais d'influer sur la vie. Alors c'est très présomptueux. Et puis après, on se rend compte que c'est plus vraiment le cas, que la marge de manœuvre est plus qu'étroite, mais en même temps, on peut contraindre ses concitoyens à avoir une autre vision d'une société et peut-être à leur faire partager l'idée que on ne peut pas, au nom de ses égoïsmes, s'abattre sur les autres. Oui, mais alors quand vous voyez une histoire qui émerge comme le mur des cons, tout le monde s'en souviendra, qui avait été affiché dans les locaux de la magistrature, ça ne vous fait pas désespérer un peu de vos collègues ? Non, je sais bien que partout où je vais, désormais, on m'en parle. Je crois que je n'ai encore jamais parlé de la justice sans qu'on me parle du mur des cons. Donc le mur des cons, il y avait combien de photos là-dessus sur ce... Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le détail. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles n'auraient pas dû y figurer. Voilà, ils avaient épinglé tout un tas de personnes qui ne supportaient plus. Quand même, serait-ce des cons ? Est-ce qu'il fallait mettre leurs photos et puis pourquoi ceux-là plutôt que d'autres? Tout ça n'a pas de sens. C'est une sorte d'exutoire, quoi. Oui, mais le problème, c'est que ce sont des magistrats qui s'y sont livrés. Et que ce faisant, ils ont porté atteinte à la justice. Moi, ce qui me paraissait initialement être une pochade un peu malsaine, progressivement m'est apparu, parce qu'effectivement, ça a suscité des réactions qui ne sont pas anormales. Ça m'est apparu comme indigne de ceux qui prétendaient rendre la justice. Vous dites, alors je vous cite dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons ». Je ne peux pas m'empêcher de le dire sans sourire. Vous dites, trop souvent la cour d'assises, donc là on parle de la cour d'assises, semble une pièce de théâtre dans laquelle chacun est prié de jouer son rôle avec l'espoir qu'il s'y tiendra. Et c'est vrai que quand on a assisté une seule fois à un procès dans sa vie, c'est exactement l'impression qu'on a d'une pièce de théâtre. C'est une métaphore qui a déjà été beaucoup filée. Ça vous a dérangé cet aspect théâtral? Vous en avez joué? Vous vous êtes appuyé dessus? Ou vous l'avez rejeté toutes vos forces? Jeune, j'ai sans doute joué avec cet aspect théâtral parce que, bon, j'avais 25 ans. C'est pas l'âge optimal, à mon avis, pour rendre la justice. Mais je ne sais pas s'il y a un âge, d'ailleurs, pour cela. Mais j'étais jeune et ce côté m'a sans doute un peu séduit. Et puis, avec le temps, je me suis rendu compte à quel point il suffisait de peu pour que l'équilibre soit faussé et que la balance de la justice en soit faussée. Imaginez ce théâtre où quelqu'un joue un peu plus mal son rôle qu'un autre et l'autre le joue trop bien. Que va-t-il en sortir ? C'est le meilleur comédien qui s'en sort et pas forcément celui qui a la vérité. J'ai peur quelquefois que ce soit ça, surtout que rares sont les preuves vraiment intangibles. Souvent on hésite, c'est arrivé plusieurs fois de demander des acquittements ou d'ouvrir la porte à des acquittements. Parce qu'en fin de compte, il ne me paraissait pas certain d'avoir affaire à un coupable. Alors, vous vous rendez compte si... Il vaut mieux libérer un coupable que condamner un innocent, bien sûr. C'est indéniable, on vous dira le contraire. Mais je sais aujourd'hui que... j'aurais peut-être hésité autrefois, au début. Mais je sais aujourd'hui qu'il ne faut pas hésiter. Et qu'une société, si elle veut rester digne de ce qu'elle est, de ce à quoi elle prétend, doit préférer libérer un coupable que condamner un innocent. Et l'affaire Doutreau, ça vous a renforcé dans cette conviction-là ? Non, parce qu'elle était acquise. Ce qui m'a gêné dans l'affaire Doutreau, c'est que malgré tout, il n'en est rien sorti. Beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup d'humiliation, beaucoup d'innocence bafouée pour rien.
Est-ce que nous ne savons plus tirer les leçons de ce qui nous arrive? Je crains que oui. Est-ce que vous, dans votre carrière, Éric de Montgolfier, vous avez vécu, alors peut-être pas un échec, mais quelque chose que vous avez vécu comme un échec, vous, qui vous poursuit, qui vous hante, parce que c'est pas clair encore aujourd'hui ou... Oh, des échecs, non, parce que je n'ai pas le sentiment de l'échec, si vous voulez. Il m'est arrivé de poursuivre des gens et de ne pas parvenir à les faire condamner. Bon. Et c'est pas un échec? Non, ça ne peut pas être un échec. Ça peut pas être mais un si échec. vous êtes persuadé de leur culpabilité? Mais oui, bon, bah oui. Ce que je vivrais mal, c'est d'apprendre dans des affaires de mœurs, par exemple, que la personne qui est passée à travers la maille du filet a recommencé et a provoqué d'autres victimes. Mais j'en ai pas en mémoire. Non, ce qui m'a le plus frappé, c'est un jour d'avoir, en cour d'assises, requis contre un garçon qui avait tiré sur son père au retour du travail. Et il était poursuivi pour parricide. Donc on lui reprochait d'avoir voulu le tuer. Effectivement, la balle n'était pas passée loin de points vitaux, mais il ne l'avait pas tué. Et j'ai requis en disant c'est un parricide. Il a voulu le tuer. Et des années après encore, j'étais vraiment très jeune, enfin j'avais pas 30 ans quand j'ai requis cela. Des années après, je me demande si je ne me suis pas trompé. J'aurais dû lui laisser plus de chance dans l'idée qu'il n'avait pas voulu tuer son père, mais juste lui faire peur. Peut-être le blesser, mais juste lui faire peur, ce qu'il soutenait. Il a été condamné pour parricide. Bon, il est sorti de prison depuis, certain, mais en même temps, il risque d'emporter le poids à vie de ce que j'ai requis contre lui et de ce pourquoi il a été condamné. C'est injuste, même s'il a vraiment tiré. L'analyse de ce qu'il a fait, est-ce que je me suis trompé? Quand c'est comme ça, sur des cas de conscience, je vais rentrer un tout petit peu dans votre vie privée, mais par exemple, vous pouvez vous en ouvrir à votre épouse. Est-ce qu'une épouse de magistrat écope un petit peu de tous les doutes de son magistrat de mari? Ça, on peut même dire qu'elle écope ses doutes. Passons à ça. Une épouse, je pense avoir bien choisi la mienne, de ce point de vue-là. Les épaules larges. Autant qu'elle m'a choisi, bon, elle remplit totalement la fonction qu'inconsciemment je lui avais assignée. C'est vrai que, voilà, elle relisait mes discours, comme elle lit aujourd'hui mes articles, parfois les livres que j'écris, et puis on peut s'ouvrir, je peux m'ouvrir à elle des doutes qui m'assaillent. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus en fonction, donc les doutes sont différents. Mais de tout temps, on s'est raconté les choses. Alors, on la croise un petit peu dans le livre, et moi, il m'est arrivé de la croiser pour de vrai. Et c'est drôle parce que, tout en étant très différente de vous, elle n'est dupe de rien. Elle non plus. Ni des applaudissements, ni des vagissements que vous avez pu aussi recevoir. On sent qu'elle a été formée aussi à la dure en vous suivant pas après pas et après tous les coups que vous avez pu recevoir aussi. Je crois que c'est finalement ça un couple, ça au moins je l'ai appris dans mon existence. Je le vois pour ceux qui se séparent assez rapidement quand quelque chose de grave se produit. Ou que simplement une difficulté se produise. Parfois le chômage, simplement j'ai un exemple en tête d'un couple qui se sépare parce que lui, semble-t-il, a perdu son emploi. Enfin, c'est une des raisons en tous les cas. Et je me dis que ça ne pouvait pas nous arriver. C'est un bel hommage, hein. J'espère que vous nous regardez, hein, Madame de Montgolfier. Quand on cherche dans l'histoire, le premier procès qui a pu avoir lieu, en tout cas, je ne sais pas si c'est le premier, vous avez peut-être d'autres exemples, mais le premier auquel on pense, c'est celui de Jésus, avec Ponce Pilate et son fameux « je m'en lave les mains ». Vous le citez d'ailleurs, hein, dans votre ouvrage. Ça fait beaucoup réfléchir quand on fait des études de magistrature, ce procès de Jésus, la manière expéditive, pour ne pas dire autre chose, dont il a été mené. Ça a été pour vous un objet de réflexion, un outil de réflexion? Oui, j'avais un exemple de réflexion, puisque j'ai rencontré au cours de près de 40 ans de vie professionnelle nombre de magistrats qui ont joué les Ponce Pilate sans même peut-être s'en rendre compte, en disant, bon voilà, dans cette affaire, on n'a peut-être pas assez de preuves, ni dans un sens, ni dans un autre, donc on va aller devant le tribunal, et puis le tribunal décidera. Ça, c'est le geste typique de Ponce Pilate. Je ne sais pas trop, ça m'embarrasse, laissons à un autre le soin de décider.
Or, la responsabilité du magistrat, c'est de décider, pas de faire décider les autres. Mais on connaît des tas d'exemples comme ça. Vous savez, on dit que Patrick Henry n'avait pas été condamné à mort parce que le président de la République avait dit « s'il est condamné à mort, je le ferai exécuter ». Ça voulait dire qu'il transférait au jury, à la cour et au jury de la cour d'assises de l'Aube, je crois, la responsabilité. Il savait que s'il le condamnait à mort, il serait exécuté. Autant dire qu'il devenait responsable de son exécution. Ils n'ont pas voulu l'être. Donc, ils ont choisi de ne pas me prononcer la mort. Peut-être qu'il y avait d'autres causes, mais je trouve que souvent c'est une analyse qu'on peut faire des décisions de justice. Le tribunal n'est pas trop sûr, oh, la cour d'appel tranchera. Eh bien non, ça n'est pas possible. On ne peut pas s'en remettre aux autres. Et vous, qui êtes croyant, il vous est déjà arrivé de prier avant un procès, ils sont tous importants de toute façon, hein, mais avant de rendre une décision ? Est-ce que ces deux domaines-là s'imbriquent et se mélangent chez vous, Éric de Montgolfier ? Non, parce que la simple question que vous posez laisse penser qu'il y a des moments où on y pense. Moi, je crois qu'il faut y penser tout le temps. On ne peut pas prier, exaucez-moi, éclairez-moi. C'est le premier jour jusqu'au dernier qu'on a envie d'être éclairé. Donc, pourquoi une prière ? Est-ce qu'il y a des affaires à prière et d'autres qui ne le mériteraient pas ? Moi, je crois que tout acte de justice peut entraîner des griefs, entraîner un préjudice. Vous savez, on ne se rend pas assez compte, on ne veut pas s'en rendre compte dans notre société que poursuivre quelqu'un, le faire justement condamner, puis incarcérer, c'est aussi punir ceux qui l'entourent et qui n'y sont pour rien. Est-ce que la femme est responsable des actes de son mari ? Ça arrive, mais dans la plupart des cas, non. Est-ce que les enfants le sont ? Et pourtant, tous porteront le poids de cet acte-là et de la condamnation, si juste soit-elle, qui suivra. En parlant de condamnation, c'est l'image qui me vient tout de suite. Je parlais de Ponce Pilate, mais d'un seul coup, je pense à la femme adultère, que tout le monde va lapider. Ça aussi, c'est un exemple qui a pu éventuellement vous faire réfléchir sur ce que pouvait être l'humanité ou ce que pouvait être la justice ? Non, ça me fait réfléchir sur ce qu'est l'homme. Il y a peut-être d'autres passages de la Bible qui vous parlent plus que cela. Hein. Oui, moi je crois à la parabole des talents. Je n'ai pas cessé, ça reste de mon enfance et de l'éducation religieuse que j'ai reçue le plus fort. On doit rendre plus qu'on a reçu. Et ça, je le dis à tous ceux qui ont reçu et qui oublient qu'ils ont reçu. Rendez plus. En cela, vous serez un homme. Aujourd'hui que vous êtes à la retraite, Éric de Montgolfier, comment vous pouvez encore, vous nous disiez être très occupé, mais donner plus que vous avez reçu ? Continuer à parler de la justice, parce que je voudrais en faire autre chose que l'image qu'on en connaît et que j'en dénonce parfois. Oui, c'est beau la justice, c'est vraiment l'idéal, mais est-il nécessairement inaccessible ? En tous les cas, on peut s'approcher de cet idéal. Donc, aller expliquer aux uns et aux autres qu'il ne suffit pas de rendre la justice au café du commerce pour rendre la justice. C'est au-delà. Et puis la présomption d'innocence, quelque chose à quoi il faut être rigoureusement attaché. Cette présomption d'innocence qu'on ne cesse de chercher, dont on ne cesse de parler, mais qu'on pratique si peu les uns et les autres. Et le redire me paraît essentiel. Alors, j'imagine que comme nous tous, vous avez des moments de détente. Je vous le souhaite. Je sais que vous vous intéressez particulièrement à la musique classique et à Mozart. Mais si ça ne vous dérange pas, c'est de Chopin dont on va parler maintenant. Mozart sera éternel et sera toujours. Et ce n'est pas Jacques Dore qui va nous contredire, il va venir nous rejoindre en plateau. Donc Jacques Dore, c'est ce jeune pianiste que je vous ai annoncé en début d'émission qui va venir sur le canapé rouge de VIP. Bonjour Jacques. Bonjour. On va parler piano. Alors Jacques est venu sans son piano. C'est pas très facile pour lui, parce qu'un pianiste sans son piano, ils sont un peu démunis, n'est-ce pas ? Un petit peu. C'est comme un magistrat sans sa balance, ils sont tout nus. On est bien d'accord. Non, ça va. Oui, enfin, peut-être moins que sans piano. Je sais que je vous soumets à un exercice pas facile, Jacques. On va faire connaissance avec vous, mais première question rituelle dans VIP. Vous avez suivi cette première partie d'émission avec Éric de Montgolfier. Vous vous étiez rencontrés un petit peu plus tôt en amont de la journée. Qu'est-ce que vous avez retenu des propos d'Éric de Montgolfier ? Est-ce qu'il y a une phrase ou une pensée qui a fait un peu plus mouche chez vous, qui a fait écho ?
Ah oui, j'apprends beaucoup de choses déjà pour moi-même. Et moi aussi. Et puis, s'il fallait voir des similitudes avec sa propre expérience, je dirais que vous avez parlé finalement de votre évolution personnelle par rapport à la justice comme quelque chose qui finalement évolue toute la vie, alors qu'on a l'impression que c'est une fonction qui devrait être quelque chose d'inamovible en quelque sorte. Et je pense que c'est pareil pour un musicien. En fait, il n'y a pas de moment où on est toujours dans une évolution qui est permanente. Et il n'y a pas un moment précis réellement où, à partir du moment où on a commencé ce métier, où on a l'impression que ça y est, on peut rendre à tous les coups une interprétation parfaite. Et finalement, on sent les progrès, mais quand on se souvient l'année d'avant, l'année, etc., on voit le côté positif et en même temps, on voit toute l'imperfection et toute l'évolution humaine qui est sous-tendue par ça. Et puis l'autre chose aussi, c'est, vous parliez de la justice qui est un idéal et après de la fonction qui est relative aux êtres humains. Et pour la musique, je pense que le texte que doit interpréter le pianiste est une référence absolue et l'interprétation est un idéal qui est beaucoup plus précis finalement parce que tous les signes de la partition évoquent précisément une forme sonore et donc un geste pour l'accomplir. Et en même temps, il est tributaire du bon vouloir, de la bonne volonté de l'interprète, de son honnêteté et puis de son évolution humaine justement parce que c'est le travail de toute une vie. Alors, la réponse d'Éric de Montgolfier. Moi, j'aime bien ce qu'il dit. Puis en plus, je me rends compte depuis tout à l'heure qu'il y a une autre similitude entre nous. C'est le costume. Ah bon? Pourquoi le costume? Parce que je crois que d'une manière ou d'une autre, avec que depuis ou pas que depuis, voilà, les pianistes sont en général habillés en noir, Oui. comme nous. En réalité, la robe rouge, c'est autre chose, c'est un peu folklorique pour moi. Mais la robe noire et le costume noir du pianiste ont la même signification. Ça n'est pas ce qui est de plus important dans ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons qui est le plus important. Et ça nous met un peu à l'écart. Et j'aime bien cette image. C'est pour ça que je pense que c'est bien que vous soyez en sombre. Et c'est bien que les magistrales soient aussi, mais surtout qu'ils ne mettent pas de décoration sur leur robe. C'est encore mieux. Voilà, le message est passé. On va écouter un petit extrait de Chopin. On expliquera après comment a été conçu ce disque. Jacques Dore, moi je vous propose un allegro de concert, donc une pièce isolée de Chopin. Vous voulez nous en dire un petit mot de cet allegro de concert ? Peut-être juste les pièces isolées, en fait, c'est un terme qui a été un peu créé pour l'occasion, parce que comme c'était une première intégrale de toutes les pièces qui ne font pas partie des cycles que Chopin a prévus, comme les nocturnes, les polonaises, les valses, c'est en quelque sorte tout ce qui n'y rentre pas. Donc c'est créer un cycle à partir de quelque chose qui n'en est pas un. Et on a hésité avec pièces diverses, pièces isolées, pièces individuelles. Bon. Ah voilà, vous avez créé les pièces isolées. Et l'allegro de concert, c'était le projet de Chopin pour son 3e concerto, qu'il n'a finalement pas terminé. Et puis il l'a repris 10 ans plus tard. Il devait avoir peut-être quelque chose à rendre à son éditeur de plus que prévu. Et donc il a mis en forme ça. Et ce qu'on entend, peut-être pas sur l'extrait, mais sur l'ensemble de la pièce qui doit durer une douzaine de minutes. 12 minutes 46, oui, il y a des pièces très très courtes de 50 secondes et d'autres beaucoup plus longues. Oui. C'est censé être le premier mouvement d'un concerto. Et on entend, dans la totalité, on entend l'orchestre avec une écriture très massive. Et puis ensuite des solos. Je pense que l'extrait qui va être là est plus une tirade plus virtuose du piano. Alors c'est parti pour cette pièce isolée de Chopin, un allegro de concert.
là, c'est vraiment très joli. Je voudrais savoir, là, comme ça, spontanément, quelles sont les images mentales qui sont nées en vous en écoutant cet allegro. Et je vous dirai à quoi ça m'a fait penser, moi. Éric de Montgolfier, vous étiez où, là? Vous étiez parti, hein? Non, mais j'étais dans une crise de jalousie intérieure en me disant que j'aurais aimé avoir autant de dextérité avec ma balance que lui avec son piano. Alors, on va quand même confier qu'Éric de Montgolfier a fait du piano tout petit, mais ça a été un traumatisme, ça s'est mal passé. Ouais, des coups de règle sur les doigts, ça n'est pas jouable. propice pour aimer la musique. Mais je le regrette et je ne peux pas m'empêcher, chaque fois que je fais un concert et que je vois courir les doigts du pianiste sur le clavier, de me dire et si elle ne m'avait pas frappé, j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin. En tous les cas, sans aller aussi loin que Jacques, j'aurais pu me mettre devant un piano et laisser mon âme partir avec les notes. On annoncera tout à l'heure les dates de concert de Jacques Dore, mais il faudra l'inviter, là. Vous n'avez plus le choix, hein, Jacques. Il faudra inviter Éric de Montgolfier. Il me l'a promis déjà. Donc. Ah bon? Alors, quelles images mentales? Vous voyez en train de jouer? Vous voyez plutôt la partition? Vous décollez complètement? Bah là, tout de suite, comme je réécoute assez rarement mes disques, sauf pour choisir les extraits pour l'émission, ça m'a refait penser à l'enregistrement qui date d'il y a déjà plus d'1 an. Donc ça me remet dans quelque chose dans lequel je suis plus trop et je compare avec ce que je ferais aujourd'hui si je devais le rejouer. D'ailleurs, je dois le rejouer, mais voilà, c'est plus un côté plus technique qui me vient à l'esprit. Ouais. Alors moi, je me trompe ou ça préfigure déjà un peu Debussy dans ce qu'on entend là? Je dis peut-être une grosse bêtise, hein, mais j'ai l'impression de reconnaître certaines... Chopin, en général, préfigure Debussy, certainement. D'accord. Oui. Oh, bon, d'accord. Je dis quelque chose de très banal en réalité, que j'ai l'impression de découvrir. Si. En général, on pense plus à des pièces avec des envolées nébuleuses et des effets sonores. Là, c'est la virtuosité très... c'est étonnant chez Chopin, d'ailleurs. C'est presque pas proche de Liszt, mais chez Chopin, la virtuosité n'est jamais gratuite. Elle est toujours expressive. Et là, quand même, il y a une surabondance de virtuosité qui est propre à cette pièce, qui est assez étonnante. Et qui fait d'ailleurs qu'elle est un peu laissée pour compte, ce qui est étonnant pour une œuvre qui est pas posthume, enfin qui est une œuvre du catalogue connu de Chopin. Alors, ce qui me sidère, c'est que vous soyez le seul à avoir pensé aller chercher les petites pièces égarées de Chopin à droite à gauche, elles ne sont pas égarées. Non, il y en a qui sont... avoir l'idée de les mettre ensemble, toutes ces petites pièces isolées, puisque je trouve que les éditeurs de musique y ont pensé, chacun à leur manière. Non, mais les éditeurs de partitions le font. Non, mais ça n'a pas été enregistré. En disque, il faut toujours... moi, j'ai beaucoup collectionné de disques et afin de me les procurer, j'ai dû avoir une quinzaine de disques pour les réunir parce qu'à chaque fois, il y en a une petite qu'il faut commander au Japon en import. Alors petit à petit, avec Internet, maintenant, peut-être que c'est plus facile de les trouver d'un simple clic, mais c'est... Oh, je sais pas, c'était un projet qui m'a paru évident, je ne sais pas. Alors on va écouter, je sais qu'elle est très attendue par Éric de Montgolfier, le Cantabile maintenant. Alors Cantabile, qui est une pièce de 50 secondes seulement, qui fait partie de ces petites pièces courtes. C'était quoi, peut-être un petit hommage à quelqu'un de passage? La plupart des pièces courtes sont des... En fait, il y a 6 pièces assez longues, qui sont des œuvres que Chopin a publiées de son vivant. Et les 17 autres sont des pièces qui ont été publiées après sa mort et qui sont souvent des cadeaux, des feuilles d'albums. Il écrivait ça dans un album pour faire plaisir à quelqu'un. Un peu comme un poème qu'on écrit à une marquise pour lui faire plaisir. Et voilà, lui, il écrivait une petite pièce de 50 secondes et quelque chose de léger qui s'envole au vent comme ça. Voilà. Qui était peut-être même pas appelé à rester, mais qui restait. Après coup, oui, on a fait on les a retrouvés. Voilà, bon, on va dire... C'est pas pour la brièveté que j'ai envie de l'entendre. C'est parce que je trouve que le titre, déjà, annonce la musique. Et le titre, Cantabile, c'est quelque chose déjà qui vous met en joie. Allons-y, alors, Cantabile par Jacques Dore.
Ça vous a mis en joie, Éric de Montgolfier, puisque vous l'attendiez? Plutôt en rêverie qu'en joie, d'ailleurs. Enregistré sous les ors d'une bibliothèque. Oui, alors c'est la bibliothèque de Versailles qui se trouve être l'ancien hôtel des affaires étrangères, enfin sous Louis XV, ou Louis XVI, ou les deux. Et, avec des vieux livres, avec le bois qui craque tellement qu'ils sont obligés de recommencer l'enregistrement parce qu'il y a du bois qui craquait dans tous les sens. C'est arrivé, oui. Mais on a vraiment été très, très, très bien accueillis et c'était très, très agréable. Et ça donne aussi une ambiance et un thème particulier à un album. À l'endroit où c'est enregistré, c'est important, souvent. Oui, oui, c'est... Ça fait très Chopin bon souvenir. comme endroit. Ça fait très Chopin. On va décoller un petit peu de Chopin. On va y revenir à la fin de l'émission. Là, vous ne la montrez pas. Mais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, on voyait briller une médaille. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Éric de Montgolfier. Est-ce que vous voulez bien nous la sortir? C'est quand même pas anodin de porter une médaille. Elle n'est pas cachée. Hein. Elle n'est pas cachée, montre-la. Le bouton avec le micro. Bah oui, il nous l'a joué concertiste, donc il a fermé son bouton. Et c'est une médaille de la Vierge Marie, c'est ça? C'est la médaille miraculeuse. C'est la médaille miraculeuse que vous portez en permanence. C'est ma médaille de baptême. Je sais que vous ne vous définissez pas comme artiste catholique, mais ça fait partie de votre vie. Vous avez été élevé dans la religion chrétienne. Je suis un artiste qui suis catholique. Ouais. Mais artiste catholique, je ne sais pas. Catholique artiste? Je ne sais pas si vous vous définiriez comme magistrat catholique. Montrez-nous là la médaille, parce que je l'ai annoncée et personne ne la voit. Il y a, comment dire... Ça fait partie de votre vie. Ah oui, oui, oui. Mais comment dire... ça définit davantage ma relation avec Dieu que comment dire, si je me vends comme artiste catholique, j'aurais l'air de garantir une sorte qu'il y a quelque chose de spécial dans mon interprétation qui peut rejoindre les cathos. Non, c'est pas ça. C'est comment dire, je suppose que l'interprète est là pour être un vecteur entre le compositeur, qu'il soit mort ou vivant, et les spectateurs. Donc je transmets ça. Si j'ai quelque chose, ce que la foi m'apporte, ça doit peut-être s'entendre ou pas s'entendre, mais je ne peux pas en garantir quelque chose qui aurait un lien, une étiquette en fait. C'est plus un rapport personnel en fait. Ça vous va comme définition de l'artiste tel qu'il se définit lui-même, Éric de Montgolfier? Oui, je crois que ce serait être présomptueux que de se présenter comme un artiste catholique. Voilà. On est catholique ou on ne l'est pas d'ailleurs, on est chrétien ou on ne l'est pas. Mais le fait d'être artiste ou d'être magistrat ne devrait rien y changer. On peut être changé dans sa pratique, peut-être plus facilement pour un magistrat que pour un pianiste, à mon avis, par le fait d'être chrétien. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de principes que l'on peut mettre en action dans une pratique professionnelle. Là, je ne suis pas sûr, à moins de penser que Dieu ne guide vos doigts, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Ah bah ça fait partie de ma vie, mais... C'est votre vie. Mais... C'est vous. Voilà, c'est... Je sais pas. En fait, je m'imaginerais... toujours des questions saugrenues. C'est des questions de journaliste. Non, mais en tant qu'artiste catholique, je m'imagine que je devrais remplir, par exemple, la fonction de jouer des œuvres catholiques, par exemple. Non, mais Bach n'était pas catholique. Non. De jouer, par exemple, des morceaux dont les titres sont religieux. Or, pour moi, si vous voulez, par exemple, les dernières sonates de Beethoven sont beaucoup plus profondes et mystiques que, par exemple, Petite messe solennelle de Rossini qui est géniale, mais qui tient davantage de l'opérette. Donc j'allais dire, je me mettrais à me spécialiser dans un domaine qui n'est pas du tout garant de profondeur. Ah, c'est bien défendu. C'est pas votre premier CD, hein, Jacques Dore. Vous aviez sorti, il y a déjà quelques temps, un récital de Noël qui regroupait des pièces pour piano de différents compositeurs, Mendelssohn, Tchaïkovski, Liszt, Bartók, Messiaen, etc. Et voilà des œuvres dont certaines sont tout à fait catholiques. Voilà, autour de pièces de Noël. Et puis, alors, je voudrais surtout insister sur François Leclerc. Là, c'est particulier. On est avec quelqu'un qui est un de nos contemporains, qui fait partie de vos maîtres, qui crée de la musique, et vous avez décidé de le jouer. Et alors là, pour le coup, on est sur du très chrétien quand même, parce que la pièce qu'on va écouter s'appelle Sacrifice, et le sacrifice dont on parle, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix quand même. Oui. Là, on est en plein dedans. Vous nous présentez un petit peu François Leclerc, avant qu'on lance l'extrait ? Alors François Leclerc est un compositeur né en 1950,
qui, je pense, en France, était assez connu par ses écrits, alors qu'il a été joué beaucoup à l'étranger, mais il n'avait pas été enregistré en France. Et ça m'a paru assez évident, en fait. D'une part, la poétique des œuvres m'a beaucoup plu, et puis deuxièmement, sa recherche même, comment dire, je sais pas comment dire, son éthique de compositeur fait que déjà, il sortait d'une catégorie. C'est pas facile de définir les compositeurs. Un interprète a forcément le rôle, s'il prend à cœur son métier, de jouer les chefs-d'œuvre du passé et également les œuvres des compositeurs dont ils pensent qu'ils pourront être retenus ou en tout cas qu'ils ont un rôle à jouer à leur époque. Et qui vont survivre au temps qui passe. Voilà, et donc il y a un choix à faire, forcément, dans ce qu'on joue. Et si déjà on élimine les compositeurs qui refont ce qui a déjà été fait en moins bien, ça fait déjà beaucoup de compositeurs qu'on peut ne pas jouer. Il y a les compositeurs qui tiennent un discours très compliqué pour justifier une œuvre qui n'est pas audible. Ça fait aussi une autre partie de compositeurs qui n'est pas nécessaire de jouer. Et François Leclerc m'a frappé autant par son esthétique que par son discours, qui est un discours qu'il n'affiche pas. Je veux dire, quand je joue les œuvres de François Leclerc, je ne propose pas un programme qui fait 15 pages pour expliquer pourquoi ce que je vais jouer est beau. Je le joue et puis on aime ou on n'aime pas. Ah bah écoutez, voilà. on va découvrir ça ensemble, Éric de Montgolfier. On vous écoute, Jacques Dore. Et le baryton qui chante, parce que c'est un lead, s'appelle Simon de Gligny-Asti. Voilà, je tenais à le signaler. On tient à le signaler, c'est un de vos amis aussi. Alors on écoute François Leclerc dans ses œuvres, il s'agit donc de Sacrifice. On écoute cela religieusement, hein. Il n'y en a pas un qui bronche. C'est un peu plus âpre quand même, moins accessible. Vous vous en rendez compte? Eric, il dit oui. Vous vous en rendez compte, Jacques? Beaucoup plus ardu pour moi. Ce qui explique mon silence d'ailleurs. Oui, c'est une musique qui est quand même 150 ans plus tard que Chopin. Donc j'allais dire, François Leclerc est quelqu'un dont l'esthétique est certainement proche de Beethoven, Debussy, Bartók, mais aussi le XXe siècle, la musique de Boulez, d'autres compositeurs comme ça. Donc forcément, ça peut pas être la même. Et puis le sujet aussi, la crucifixion. Ne prête pas forcément à rire. On verrait une séquence de film, c'est pas une musique qui serait choquante au cinéma. Non, exactement. Moi, j'avais des images en tête de descriptive. la crucifixion telle que je me l'imagine, et je trouvais que ça collait parfaitement. Et je me suis dit, j'ai glissé vers vous, Éric de Montgolfier, en me disant, ça pourrait aussi coller sur une sentence de tribunal qu'on va rendre, un truc complètement dramatique. C'est le même sujet.
Oui, c'est le même sujet, comme vous dites. Mais en tout cas, merci de nous faire découvrir clairement, c'est une porte que je n'aurais pas poussée toute seule. Et je crois que votre rôle, il est là, hein, de pianiste, c'est de nous amener du Chopin de manière différente et de nous amener des compositeurs qu'on ne connaît pas forcément, nous, néophytes, et de nous forcer à écouter en disant « écoutez ça, ça va vous apprendre quelque chose ». Vous réagissez comme ça aussi, Eric ? Oui, je crois que je ne suis pas sûr que ce soit un artiste catholique. Enfin bon, il est catholique, je ne vais pas le nier, mais je crois que c'est un artiste pédagogique. Ah, Pédagogique. Merci alors. ça vous plaît comme ça ? J'aurais découvert quelque chose. Merci. Vous écoutez Mozart. Qu'est-ce que ça vous apporte, Mozart, Éric de Montgolfier ? Ah, c'est un sentiment de plénitude, Mozart. C'est un bain de musique. Voilà, ça se définit pas, ça se ressent. Mozart, ça vous parle aussi, Jacques ? Oh bah oui. Ouais. Question Bien stupide, sûr. Emmanuel. De quoi elle me parle ? Mais pas du tout, non, Mozart, bah oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est vrai. On va repartir un petit coup sur Chopin pour la fin de cette émission. Il nous reste 3 minutes à passer ensemble. Vous avez choisi, ce que c'est Jacques qui a choisi les extraits, vous avez choisi une écossaise. Pourquoi une écossaise ? Eh bien, pour faire un pendant plus brillant au cantabile, en fait. Parce que le cantabile était plus le côté de Chopin poète. Et les écossaises, c'est du tout jeune Chopin. Et c'est presque plutôt espiègle que virtuose, en fait. Donc c'est une autre facette encore que l'allegro de concert, qui est de la virtuosité plus expressive. Voilà. D'accord, c'est bien présenté. On va écouter et découvrir avec vous cette écossaise. Ah mon Dieu que c'est agréable. C'est la résurrection là. Ça change. Éric de Montgolfier, alors ça c'était pas préparé et c'est pas très sympa ce que je vais lui faire. Vous citez dans l'épilogue de votre livre un poème de Robert Lee Frost. Vous pouvez il nous livre de la musique depuis tout à l'heure. Vous pouvez nous en livrer un ou deux vers qui vous parlent plus particulièrement. Je l'ai transposé pour le rendre plus direct. En réalité, c'est quelque chose que m'avait dédié un procureur général avec lequel j'avais des relations soutenues, et à un moment de ma vie professionnelle qui était un peu difficile, où il fallait vraiment se battre pour parvenir à faire passer la justice. Et le poème dit à peu près ceci: il y avait 2 routes, l'une semée d'épines, l'autre bordée de roses. J'ai choisi celle qui était bordée d'épines, et c'est cela qui changeait tout. Ça, c'est un chemin de vie, là. On est sur... On va pouvoir tracer les 50 ans qui viennent. Merci. Alors, je voudrais rappeler vos actualités. Alors, grosse actualité, hein, Jacques. 17 juin 2015, on vous attend dans le Salon d'honneur de la mairie de Versailles, dans le cadre d'un festival du mois, le festival Molière. Oui, tout à fait. Voilà, récital Chopin avec donc ce programme, hein, des pièces isolées qu'on pourra retrouver au théâtre de l'île Saint-Louis les 3 et 10 juin. Il y a tout un tas de dates, il va falloir remettre votre site internet à jour, Jacques, hein, je ne vais pas y arriver sinon. Il y a tout un tas de dates au théâtre de l'île Saint-Louis. Allez vous renseigner le 2, 4, 5 et 9 juin 2015, avec plutôt là, les grands classiques du piano. Donc on sort de Chopin et on ramène tout un tas de copains. Oui, voilà, des pièces très... Rêve d'amour, Clair de lune. Là, voilà, Schubert, Rachmaninov, Debussy, Ravel, c'est plus une mosaïque de compositeurs que... Brahms, faites-vous inviter Éric de Montgolfier, puis l'automne prochain au Conservatoire de musique de Charleville-Mézières, mais tout ça, on verra ça sur votre site. Et puis je rappelle pour Éric de Montgolfier, une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons. J'arriverai jamais à la dire sans rire, tellement je trouve ce titre bien trouvé. C'est chez Michel Lafon. Vous y retrouverez Éric de Montgolfier tel qu'on connaît et tel qu'on l'aime, avec sa rigueur, mais avec aussi beaucoup d'ironie et beaucoup de sourire et une grande humanité, je tiens quand même à le dire. S'il y a quelque chose qui transparaît dans votre livre, c'est l'humanité. Et puis je vais terminer par une citation que Jacques Dore connaît bien. C'est une citation de Michelangeli, donc fameux pianiste, et que j'ai relevée. Être pianiste et musicien n'est pas une profession, c'est une philosophie. Je pense que ça peut vous aller aussi, Éric de Montgolfier. Un style de vie qui ne peut se fonder ni sur les bonnes intentions, ni sur le talent naturel. Il faut avoir avant tout un esprit de sacrifice
inimaginable. Merci messieurs. Bonne continuation, Jacques Dore, Éric de Montgolfier. Merci. Merci beaucoup.